Le 23 novembre 1972, 4h12 du matin, un appartement anonyme au troisième étage d'un immeuble délabré d'Alexandria, Virginie, à quelques encablures du fleuve Potomac, dont les eaux noires murmurent des secrets inavouables sous les lumières lointaines du Capitole. L'air est saturé d'une humidité froide qui s'infiltre par les fissures des fenêtres aux cadres rouillés, et le tic-tac obsédant d'une montre de poignet Raketa, posée sur la table de nuit comme un garde-malade impitoyable, amplifie le silence jusqu'à le rendre palpable, oppressant, comme si chaque seconde conspirait à trahir l'homme qui fixe le plafond craquelé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Ivan Sokolov, ou plutôt John Peterson, ingénieur en mécanique chez un sous-traitant naval discret, dont le cœur bat au rythme d'un télégramme codé reçu la veille via une dead drop dans un parc public. Un simple ticket de métro plié en quatre dissimulant les instructions du centre. Procurer Polaris Schematics. Urgence absolue. Exfiltration dans 72 heures si succès. Il se redresse lentement, les draps humides collant à sa peau comme une seconde peau de culpabilité, et allume une cigarette Bello Morcanal, ses papyrus sans filtre, au papier jaunâtre et au tabac âcre qui évoque les steppes enneigées de la Rodina. Un vice qu'il s'autorise dans l'intimité de la nuit, ignorant encore que ce geste, anodin en apparence, plantera la première graine de sa chute. La flamme du briquet Zippo américain, cover impeccable, vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de papier peint floral défraîchi. Et il inhale profondément, la fumée emplissant ses poumons comme un brouillard de Moscou. Tandis que dehors, un chien aboie sporadiquement, écho distant d'une patrouille policière de routine ou pire, d'un observateur du FBI tapi dans une Crown Victoria garée en double file 2 blocs plus loin, phares éteints, moteur au ralenti pour masquer le ronronnement des enregistreurs à bande magnétique qui capturent chaque bruit suspect de la nuit. Ivan, John, se lève, pieds nus sur le linoléum froid qui craque sous son poids comme un parquet de la Loubianka, et s'approche de la fenêtre, écartant à peine le rideau en dentelle jaunie pour scruter la rue déserte. Une deux-autos rouillée garée en travers, un lampadaire bourdonnant d'un halo jaunâtre qui fait luire les flaques d'eau de pluie, et au loin, le grondement étouffé d'un train de fret traversant le pont vers Arlington, où les bureaux du Pentagone veillent comme un léviathan endormi. Vous hésitez un instant avant de refermer le rideau, sachant que le moindre mouvement pourrait trahir une silhouette derrière les stores baissés d'en face. Un agent du contre-espionnage américain, c'est Renard du FBI, entraîné à repérer les incohérences dans la trame d'une vie ordinaire. Un pas trop mesuré, un regard trop fuyant, une pause trop longue avant de répondre au téléphone qui sonne toujours avec un décalage de 2 tonalités, comme si les lignes étaient sur écoute depuis des mois. Dans la cuisine exiguë adjacente, où l'odeur persistante de bortsch en conserve se mêle à celle du café Maxwell House bon marché, il prépare son petit déjeuner rituel. Flocons d'avoine fade, imité à la perfection du porridge américain, mais son esprit vagabonde vers Helena, sa femme sous couverture, endormie dans la chambre avec leur fils de 7 ans, Tommy, ou plutôt petit Dima, dont les rêves innocents contrastent avec la valise toujours prête sous le lit, remplie de passeports vierges, de microfilms enveloppés dans de la cellophane imperméable et d'un pistolet Makarov démonté, huilé chaque semaine dans le sous-sol humide de l'immeuble. La bouilloire siffle trop fort, un cri perçant dans le silence, et il coupe le gaz d'un geste sec. Le cœur serré par la peur irrationnelle que ce sifflement n'ait réveillé un voisin, Madame Hargrove, peut-être, cette veuve acariâtre du 2e étage qui collectionne les ragots comme des trophées et qui, un jour, pourrait remarquer l'absence de photos de famille sur le manteau de la cheminée. Ou pire, l'odeur subtile de tabac russe qui s'attarde malgré les ventilateurs. Le jour se lève lentement, un gris laiteux filtrant à travers les nuages bas,
et John Peterson enfourne son trench beige impeccable, vérifie son attaché-case Samsonite, double fond pour les documents volés au chantier naval de Norfolk, où il a déjà copié 3 plans partiels des sous-marins Polaris grâce à un contact recruté 6 mois plus tôt, un machiniste ivrogne nommé Hank, soudoyé avec des enveloppes de billets neufs glissés lors de pauses cigarettes, et descend l'escalier grinçant, chaque marche échoant comme un avertissement dans le puits sombre de l'immeuble, où les boîtes aux lettres béantes sentent le courrier anonyme et les factures impayées. Dehors, l'air automnal porte l'odeur de feuilles mortes piétinées et d'essence, et il s'engage dans Pennsylvania Avenue, feignant de lire le Washington Post plié sous son bras, gros titre sur Watergate, Nixon en sueur devant le Sénat. Mais ses yeux scrutent les rétroviseurs des voitures stationnées. Une Ford Falcon bleu marine avec 2 hommes en costume gris, feignant de discuter d'une carte routière. Ou est-ce paranoïa, ce picotement à la nuque qui le pousse à bifurquer vers un drugstore pour acheter des rasoirs Gillette, alibi pour semer une éventuelle filature. Au bureau de Peterson Engineering, un hangar bétonné aux abords du chantier naval, les néons fluorescents bourdonnent sans relâche, un vrombissement hypnotique qui masque le cliquetis des machines-outils et le murmure des ingénieurs penchés sur leur blueprint, et John s'installe à son bureau encombré de rapports falsifiés, son typewriter Underwood claquant rythmiquement tandis qu'il tape un mémo anodin sur les soudures des coques, mais sous la table, son pied tape nerveusement le rythme d'un code morse imaginaire. Tout va bien. Mission en cours. La pause déjeuner arrive comme une libération précaire, sandwichs au jambon dans la salle de repos enfumée, où Hank s'approche, haleine chargée de bourbon, et glisse dans un clin d'œil. « J'ai ce que tu veux, Johnny Boy. Plan final du guidage. Rendez-vous ce soir au bar O'Malley's, 9 h. » Le cœur d'Ivan bondit, mais il hoche la tête avec un sourire forcé, sentant le poids du regard du contremaître. Ce type bedonnant du Middle West qui semble toujours trop curieux des nouveaux arrivants. L'après-midi s'étire en une torture lente, le téléphone sonnant par intermittence, appels de fournisseurs fantômes, voix déformée par les filtres des écoutes téléphoniques du FBI, centre opérationnel à Quantico, où des analystes en chemise blanche décortiquent les patterns d'appels depuis des semaines. Et quand l'horloge indique 17 heures, John quitte le bureau sous une pluie fine qui tambourine sur le bitume comme des doigts impatients, direction le supermarché A&P du quartier, où Elena l'attend avec la liste. Lait, œufs, pain Wonder, tout pour maintenir l'illusion du couple américain lambda. Mais ce soir-là, la fatigue pèse. La pression du télégramme du centre ronge ses nerfs comme de l'acide, et alors qu'il pousse le caddie grinçant dans les allées aux lumières crues, il craque. Au rayon des produits importés, isolé derrière les conserves Campbell's, trône une étagère de denrées d'Europe de l'Est, vestige d'un deli polonais tenu par des exilés anticommunistes, et ses yeux s'arrêtent sur une boîte de conserve modeste, insignifiante. Une boîte de tushonka, viande en conserve soviétique, emballage bleu pâle avec étiquette en cyrillique partiellement traduite, viande de bœuf stérilisée, un produit rare importé via des circuits parallèles pour les nostalgiques de l'Est. 89 cents, le prix choc, odeur de graisse rance qui lui rappelle les rations de garnison à Vladivostok. Il hésite, doigt tremblant sur la boîte froide, sachant que c'est une folie, rien de tel n'existe dans un caddie américain typique. Mais la tentation est trop forte. Un fragment de la patrie dans ce désert de capitalisme clinquant, et il la glisse sous les boîtes de thon Star Kist. Paix à la caisse Niro 4, tenue par Madame Kowalski. Une polonaise laide et revêche aux cheveux teints en roux, qui plisse les yeux en scannant l'article. Tushonka. Hein? Du côté russe, ça. Mon frère en Sibérie en mangeait avant de s'évader. Vous êtes d'où, Monsieur Peterson? Le sourire de John est figé. Oh, juste un cadeau pour un collègue d'origine slave, ment-il, sueur perlant au front
tandis que le bip de la caisse résonne comme un glas. Et il sort sous la pluie, le sac plastique dégoulinant collé à sa cuisse, ignorant que Madame Kowalski, aigrie par 20 ans d'exil et de haine pour les soviets, note mentalement l'incident, son instinct aiguisé par des années à dénoncer les rouges aux prêtres de sa paroisse, et ce soir même, après son shift, elle composera le numéro gratuit du FBI Hotline, voix chevrotante. J'ai vu un truc bizarre au supermarché. Un Américain qui achète de la Tushonka soviétique. Non, Peterson. Vérifiez-le. La nuit tombe comme un linceul, et au bar O'Malley's, néon vert clignotant au-dessus de la porte graisseuse, John s'installe au fond, sous le portrait jauni de JFK, commandant une Budweiser qu'il touche à peine, yeux rivés sur la porte vitrée embuée, où la pluie ruisselle en filets irréguliers. 8 heures passent. 8 heures de cigarettes consumées jusqu'au filtre, cendrier débordant de mégots tordus, jazz saccadé de Miles Davis saignant des haut-parleurs fissurés, et Hank n'apparaît pas. Retard? Arrestation? Jusqu'à ce qu'un ivrogne titube près de lui, glisse une enveloppe Kraft sous la table lors d'une fausse collision, et disparaisse dans la nuit. À l'intérieur, le rouleau de microfilm, enveloppé dans du papier alu pour bloquer les rayons X, et John le fourre dans sa chaussette, cœur cognant, avant de quitter le bar sous les trombes d'eau, marchant vite vers une cabine téléphonique publique où il compose un numéro codé à l'anglais. Non, au centre via un relais à la Havane. Mais la ligne crépite de parasites inhabituels, statique radio qui dure 10 secondes de trop, et il raccroche, paranoïa enflant comme une marée. De retour à l'appartement, Elena attend, pâle sous la lampe à abat-jour frangé, Tommy endormi avec son train jouef, et elle chuchote. « La boîte? Tu l'as prise ?» Il acquiesce, l'ouvrant avec un can opener rouillé, l'odeur métallique emplissant la pièce comme un appel à la désertion. Et ils mangent en silence, cuillère tintant contre la porcelaine ébréchée, mais dehors, une voiture de police passe au ralenti, phare balayant les fenêtres, et le doute s'installe. Surveillance? Elena fixe la boîte vide, regret dans les yeux. C'était stupide, Ivan. Un objet si simple. Vous sentez alors le piège se refermer, lent et inexorable, car à Quantico, dès 22h47, l'agent spécial Harlan Brooks reçoit le type de Madame Kowalski, croise les données avec le fichier des suspects. John Peterson, arrivé suspect en 1967, pas de passé avant 65, habitude solitaire et ordonne. Taillez-le, 24/7. Voiture banalisée, drone photo, micro-directionnel. Les jours suivants se muent en un cauchemar éveillé. Chaque matin, un rituel de vérification. Balayer la voiture d'un détecteur de Mike's, un Rallye 6 acheté au marché noir. Changer de itinéraire pour le travail. Pause forcée dans les dîners pour semer les ombres, ces silhouettes en imperméable qui surgissent au feu rouge, feignant de consulter une carte SO. Au chantier naval, les plans Polaris sont copiés in extremis, microfilmés dans les toilettes sous le bourdonnement des ventilateurs, pellicule Kodak 35 mm avalée ensuite pour la sécurité, et la dead drop est fixée, chalk mark sur un banc du parc Eisenhower. Enveloppe scotchée dessous à minuit. Mais la paranoïa ronge. Le téléphone sonne muet 3 fois dans la nuit, voisin claquant des portes à heures indues. Et Elena craque la première, pleurant dans la salle de bain au carreau froid. Ils savent pour la Tushonka, Ivan. Madame Kowalski m'a regardé bizarrement à la laverie. Il la serre, murmure des assurances vides, mais intérieurement le doute. Trahison domestique? Infiltration du Deli? La nuit de la drop arrive. 28 novembre, 23h55. Parc noyé dans le brouillard Potomac. Feuilles mortes crissant sous les semelles de caoutchouc, et John avance, sac de sport à la main, chalk en poche, traçant le signal V, victoire ou venin. D'une main tremblante, déposant l'enveloppe lourde de destinée sous le banc mouillé, puis s'éloignant vers un faux rendez-vous pour observer.
10 minutes d'attente interminable, immobile derrière un bosquet, souffle suspendu, où chaque craquement de brindille est un pas de botte FBI, chaque ombre un sniper Stasi, recyclé au service de Hoover, et l'homme de la cueillette arrive enfin. Silhouette trapue en parka, ramasse l'enveloppe d'un geste fluide, disparaît dans les ténèbres. Succès? Mais au même instant, gyrophares bleus perçant la brume, sirènes hurlant comme des banshees, et John court, cœur en feu, vers la rivière, sautant une barrière grillagée qui lacère ses paumes, s'engoutant sur l'herbe gelée. FBI! Halte! Les projecteurs l'éblouissent, voitures barrant les sorties, chiens aboyant dans la nuit, et il est plaqué au sol, visage dans la boue froide, menottes mordant les poignets, tandis qu'Elena est arrêtée simultanément à l'appartement, Tommy hurlant dans les bras d'un agent en civil. Le trajet vers le QG du FBI à Washington est un tunnel de silence assourdissant. Phares des escortes dansant sur l'asphalte mouillé, radio crachotant des codes. Sujet 47 sécurisé. Objet compromettant, Tushonka confirmé comme trigger. Interrogatoire à l'aube. Dans la salle d'interrogatoire stérile, mur beige insonorisé, table en formica rayée, horloge murale tic-tac hypnotique à 6h14 le lendemain, Ivan affronte l'agent Brooks, quarantenaire au regard d'acier, chemise blanche impeccable, café fumant dans une tasse FedEx, et le silence s'étire, minutes devenant heures, cigarette refusée, toilette niée, jusqu'à ce que la voix grave rompe. Une simple boîte de viande en conserve, Mr. Peterson. Ou dois-je dire Sokolov? Importée illégalement, achetée par un Américain lambda. Madame Kowalski a vu l'étiquette cyrillique. Vos empreintes sur le caddie vidéo. Les schémas Polaris dans votre safe house à Baltimore, trouvés ce matin. Parlez, et peut-être que votre fils ne grandira pas en orphelinat. Ivan fixe la glace sans teint, imaginant les caméras, les magnétos tournants, le psychologue notant chaque sueur, chaque clignement, et le poids de la trahison triviale l'écrase. Un objet du quotidien, oublié sur une étagère, activé par une civile revancharde, a effondré 8 ans de cover, des vies entières pulvérisées. Elena, dans la cellule adjacente, craque sous les pleurs, révélant les dead drops secondaires, les contacts dormants à New York, et Ivan sent son monde s'effriter, moral compromis en miettes, culpabilité pour Tommy, qui joue seul dans une pièce voisine sous surveillance pédopsychiatrique, peur pour la famille en URSS qui paiera le prix d'un échec. Les jours se fondent en semaines d'interrogatoires interminables, nuits blanches sous néons impitoyables, chaises dures mordant les reins, promesses d'immunité contre nom de taupe au Pentagone, et il parle par bribes, voix brisée, réalisant que la vie ordinaire est abolie. Plus de promenades au parc, plus de dîners familiaux, seulement le bourdonnement des ventilateurs, l'odeur de désinfectant et l'ombre éternelle du centre qui, via Radio Moscou brouillé, maudit les traîtres. Des mois plus tard, au tribunal fédéral de Alexandria, menottes au poignet, verdict tombant comme une sentence biblique, 25 ans pour Sokolov, 15 pour Elena, Tommy confié à l'État. Et dehors, la pluie automnale reprend, lavant les trottoirs mais pas les taches d'une mission trahie par une boîte de conserve insignifiante dont l'écho résonne encore dans les couloirs du FBI, leçon gravée. Dans la guerre froide, le quotidien est l'ennemi le plus sournois, et chaque geste, chaque achat, un potentiel glas. Mais la surveillance ne s'arrête pas. Même en prison, les rêves hantent, sirènes lointaines, chalk marks invisibles sur les murs cellulaires. Et la paranoïa perdure, éternelle, inéluctable. Acte 2. Les ombres du béton. Dans les entrailles de Marion, Illinois, où le vent des plaines porte l'écho des silos à missiles, Ivan Sokolov arpente sa cellule de 7 pas sur 4.
le béton suintant d'humidité comme les murs d'un bunker sibérien. Les 25 ans s'étirent en un ruban de néant, ponctué de plateaux repas fades, de corvées en buanderie où les draps blancs deviennent des cartes muettes pour des messages invisibles, et de nuits hantées par les ronflements des codétenus. Anciens mafieux italiens, dealers de crack, un Vietnamien tatoué qui murmure en khmer. La paranoïa, cette fidèle compagne, s'affine. Chaque cliquetis de clé est un agent du centre venu l'exfiltrer. Chaque lettre refusée de Tommy, un chiffrement codé. Chaque gardien hispanique, un possible dormeur du GRU. Un matin d'hiver 1987, lors de la promenade sous escorte, un nouveau venu, tatouage d'encre marine effacé sur l'avant-bras, glisse un bout de papier dans la poche d'Ivan. Centre active. Extraction Q3. Patience. Comrade. Le cœur cogne comme un marteau-piqueur. Est-ce le glas final ou la planche de salut? Les semaines suivantes, routine truquée, Ivan feint la folie, hurle des psaumes en russe pour atterrir en isolement, où les murs nus portent des griffures anciennes. Chockmark d'un autre traître, échappé en hélico lors d'une émeute de 1979. Radio prisonnière capte des bribes de perestroïka. Gorbatchev dissolvant les chaînes. Mais Ivan sait. Le centre ne pardonne pas. Il recycle. Elena, à Alderson pour femme, tisse déjà ses fils. Via une visiteuse fictive, une nièce inventée, elle passe des microfilms cousus dans des ourlets, nom de taupe toujours vivante au Langlais. Tommy, rebaptisé Timmy par l'État, grandit en foyer du Maryland, excellent en maths, mais traçant des cartes de Baltimore sur ses cahiers, ignorant que son père, dans le noir confiné, grave son prénom au canif sur le lit de camp. Un dead drop éternel contre l'oubli. Dehors, la guerre froide mute en tau incertain, mais dans les veines d'Ivan coule encore le poison de la loyauté. L'extraction approche, sirène hurlante masquée par une fausse émeute, hélico civil détourné, et vers l'ouest, vers un nouveau safe house au Canada, où le quotidien redevient piège. Une boîte de conserve innocente attendant son heure. La roue tourne, inexorable, et la trahison n'était que le premier tour. Lure, acte 3. La planche de salut fissurée. L'extraction frappe comme un coup de tonnerre masqué. Été 1988, émeute ourdie dans les entrailles de Marion. Un codétenu, faux converti évangélique, allume la mèche avec une lame de rasoir dans la queue du réfectoire. Hurlements, sirènes déchirant l'air lourd d'Iowa, matraques s'abattant sur des crânes rasés. Ivan, prêté par l'isolement pour pacification, sprinte vers le mur est, où un hélico civil, paint job de News Chopper de Chicago, se pose en trombe, rotor fouettant la poussière. Le pilote, lunettes aviateur et accent ukrainien approximatif, hurle. « Petrov, monte, bordel !» Un saut, une corde tendue, et le sol s'éloigne. Adieu les barreaux. Bonjour le vide. Elena est déjà au Canada, safe house de Montréal, nichée dans un entrepôt désaffecté du Vieux-Port, sous le nom de code Maple Leaf. Elle a filé d'Alderson via un convoi de fourgons truqués. Fausse libération conditionnelle, papier estampillé par un juge Booth au Nevada. Les microfilms sont au sec, enterrés sous une dalle de béton. Liste des taupes CIA toujours actives. À tout mettre pour un troc avec le centre. Mais Perestroïka ronge les fondations. Gorbatchev parle de glasnost. Les lignes directes Moscou-Washington bourdonnent de négociations secrètes. Ivan atterrit, hélico évaporé vers un airstrip du Québec, et les retrouve. Étreinte fugitive, Elena aux yeux creusés par les nuits blanches, murmurant « Tommy est clean ». On l'exfiltre via un oncle inventé au Michigan. Le quotidien Safe House, corvées anodines pour le camouflage, boulangerie de façade, pain aux graines de sésame cachant des dead drops. Ivan, rebaptisé Ivan Kovacs, hongrois émigré, taille des baguettes en écoutant CBC, chute du mur en vue, rumeur de purge au KGB.
La paranoïa mute. Chaque livreur chinois est un agent de l'anglais. Chaque appel codé du centre un piège à consentement. Puis, le poison ressurgit. Une boîte de conserve, thon ordinaire livré par un SDF du port, ouverte révèle un micro-message. Recyclage ordonné. Petrov obsolète. Éliminé. Directoire. La roue accélère. Elena, fidèle scorpion, active son réseau. Contacte un ancien atout CIA via un téléphone public de Toronto. Propose les microfilms contre asile américain. Ivan hésite. Grave Tommy sur un madrier du loft. Dead drop contre l'oubli persistant. La nuit de l'échange, sous la pluie battante du Saint-Laurent, un van banalisé surgit. Pas de CIA, mais des silhouettes en tranche, accent slave, dormeurs du GRU venus finir le job. Fusillade éclair, balles ricochant sur les docks rouillés. Elena abat un assaillant d'un Derringer cousu dans sa jupe. Ivan sprinte vers l'eau, plongeant dans le noir glacé. Tommy, 14 ans maintenant, traque ses propres fantômes. Fugueur du foyer du Maryland. Il remonte la piste via des cartes annotées. Symboles appris dans les cahiers de son père, décryptés par un prof de crypto au lycée. Il atterrit à Montréal. Billet de Greyhound payé par un job de livreur, trouve le safe house désert, madrier gravé. La trahison bouclera. Le fils, nouveau rouage, active un signal pirate vers l'anglais. Père en danger, coordonnées jointes. Hélico américain cette fois, sirène hurlante pour de vrai. Exfiltration vers un bunker des Rocheuses. Mais le centre recycle. Un sniper sur le toit voisin. Balle sifflant dans la tempe d'Ivan au dernier instant. Elena hurle. Tommy hérite des microfilms. La loyauté mutante en venin filial. La guerre froide s'achève en chaos sanglant et la roue, affamée, réclame le prochain tour.